Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Mohamed Dam'an. Je suis enseignant-chercheur en système d'information et contrôle de gestion à l'IGEA. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle rencontre inédite, un nouvel séminaire avec un nouvel invité. Comme vous savez, à l'IGEA, nous croyons toujours à la force des mots et des histoires qui nous éclairent et nous élèvent d'une manière sublime et infinie. Hier, nous étions libres d'aller, de venir, de franchir des portes, de circuler ici et là, et même à l'extérieur dans le monde. Nous voilà maintenant dans nos maisons, logeons en nous-mêmes, dans les moments où la solitude, l'angoisse, les peurs, les doutes nous attaquent. Nous avons d'autres moyens de résister que de rester ouverts en soi, ouverts aux autres, ouverts au monde, ouverts à la vie. Et à l'IGEA, l'ouverture est une vraie culture à laquelle nous tenons énormément. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des actions culturelles et para-universitaires que l'IGEA avait instaurées depuis plusieurs années. Des actions et initiatives qui permettent à nos chers étudiants de s'approcher davantage de leur environnement et de découvrir, en dehors de leur spécialité, un ensemble de pratiques qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, de la valorisation des talents et potentiels, de l'amélioration de la qualité de vie professionnelle, de la réalisation des aspirations et de ses rêves. Notre thématique aujourd'hui sera autour de l'intelligence émotionnelle et plus concrètement, comment favoriser mon épanouissement grâce à l'intelligence émotionnelle. Selon l'écrivain et psychanalyste français Philippe Grambert, il n'y a pas d'intelligence sans intelligence émotionnelle. On pense souvent que l'émotion aveugle et déforme notre perception de la réalité. Pourtant, lorsqu'on le reconnaît, elle aide à mieux se comprendre et à mieux comprendre l'autre, donc à mieux réagir. Plusieurs questions peuvent être posées. Est-ce qu'il y a des clés pour développer cette intelligence émotionnelle? Y a-t-il une méthode à suivre? Comment favoriser l'épanouissement grâce à notre intelligence émotionnelle? Toutes ces questions et bien d'autres seront l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui qui sera animé par Madame Sana Sqat, est une hypnocoach et accompagne depuis plusieurs années les adultes, les enfants, les adolescents vers la meilleure vision d'eux-mêmes. Après de longues années d'expérience au cours de différentes entreprises nationales et multinationales, dans des postes de responsabilité en responsable ressources humaines, elle est devenue dirigeante de sa propre entreprise en consulting en ressources humaines et en développement personnel. Elle est aussi animatrice de formations et d'ateliers en développement personnel et conférencière et chroniqueuse dans la presse écrite et la radio. Sans plus tarder, je cède la parole à notre cher invité. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page officielle Facebook de l'IGEA. Ceci dit, je vous invite, pour toutes vos questions, cher public, à les noter dans la rubrique de commentaires qui s'affiche sur votre écran. Je serai ravi de le transmettre par la suite à notre cher invité. Au nom de l'IGEA, je vous remercie, Madame Sqat, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Sana, comme on dit en anglais, we are all in. La parole est à vous. Merci, Si Mohamed, pour cette belle présentation. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de répondre à l'invitation de l'IGEA, avec laquelle on a un partenariat aujourd'hui qui est des choses qui se construisent, Inch'Allah, pour l'avenir. Effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est intéressant et très passionnant pour moi. Je ne sais pas combien de fois jusque-là je l'ai animé et j'ai toujours le plaisir de le partager parce que ça touche aux émotions. Parce que les émotions, il n'y a pas quelqu'un qui vit sur Terre qui n'a pas d'émotions, sauf les robots. Les émotions jouent un rôle fondamental dans notre vie. Et aujourd'hui, encore plus, avec l'intelligence artificielle, la robotisation,
qui prennent de la place dans notre vie et qui commencent à remplacer de plus en plus ces individus dans certaines tâches ou dans certains métiers. Mais ce qui nous différencie justement de ces machines et ce qui nous laisse supérieurs à ces machines-là, ce qui nous concurrence aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ce sont nos aptitudes humaines en tant qu'être humain, nos aptitudes relationnelles, dont les émotions prennent un grand espace. Alors, comment les mettre de notre côté pour en faire un atout d'épanouissement? Comment faire de nos émotions un tremplin pour la réussite? C'est ça le menu de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a affaire à beaucoup d'étudiants, je l'espère. Chacun qui est venu pour assister à ce webinaire, il est venu avec un objectif en tête. Ça peut être de la curiosité, ça peut être le fait de changer peut-être quelque chose en soi, un sentiment désagréable que certaines personnes souhaitent, dont ils souhaitent se débarrasser, etc., etc., etc. Donc, on est souvent attiré par certains sujets envers certaines personnes, envers certaines circonstances ou pas. Et si on creuse derrière tout ça, si on creuse dans le fond, qu'est-ce qui nous attire ou pas vers certaines personnes ou certains sujets ou certains débats ou certaines circonstances, on trouve derrière qu'il y a toujours une émotion. Donc moi, quand je me lève le matin pour travailler, il y a deux choses qui m'animent. Soit que je suis dans l'amour de ce que je fais à ce moment-là. Derrière, il y a une joie de réussite, de réalisation, donc c'est une émotion. Soit que j'ai peur de ne pas réussir. Si je n'y vais pas, je risque de perdre mon travail. Si je ne travaille pas pour mes examens, je risque d'échouer, etc. Donc, derrière tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des émotions. Et il faut savoir que 80% de la réussite des êtres humains aujourd'hui dans tous les domaines, c'est l'intelligence émotionnelle, ce sont les émotions. Alors, jusque-là, en fait, on parlait beaucoup, on parle ces derniers temps d'intelligence émotionnelle, en fait, c'est pas récent. Dans les années 50, on parlait que de l'intelligence rationnelle, l'intelligence cognitive qui a lien avec les mathématiques et le raisonnement. Et ils ont constaté que finalement, malgré que certaines personnes, ils ont le QI, le quotient intellectuel qui était bas, ils ont réussi à réaliser beaucoup de choses. Ils ont réussi leur vie. Et certaines personnes qui ont le QI élevé, le quotient intellectuel élevé, elles ne réussissent pas. Donc, ils ont compris qu'il y avait d'autres formes d'intelligence. Et il y en a plusieurs. Donc, là, on parle de cette intelligence, mais il y en a plus. Mais celles qui viennent juste après la rationalité, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence relationnelle. Alors, déjà, je voudrais commencer par ça. Déjà, c'est quoi une émotion? C'est quoi une émotion? Parce qu'on parle beaucoup des émotions, mais des fois, on a une confusion entre l'émotion et le sentiment. Si on veut donner une définition à l'émotion, c'est quelque chose de puissant qui est en nous, c'est une sorte d'énergie. Déjà, il y en a 6. Il y a la peur, la colère, la surprise, la joie, la tristesse et les dégoûts. Ce sont ce qu'on appelle les émotions de base. Après, c'est quoi le rôle? Le rôle, c'est nous appeler à se mettre en mouvement. Ça permet de sécréter physiologiquement un certain nombre d'hormones pour nous donner soit une baisse, soit une hausse d'énergie et qui nous permet de bouger. Donc, elles sont essentielles à notre vie. Elles sont là pour nous protéger parce que si jamais j'ai pas peur, je risque de me jeter du 4e étage. Si j'ai pas peur, par exemple, de rater mon train, je risque de prendre tout mon temps et à ce moment-là, je risque de le rater. Donc, la peur, par exemple, si je prends le cas de la peur, c'est une forme d'énergie qui se crée dans le corps pour nous permettre de bouger. Elles sont contagieuses, les émotions. C'est comme un virus qui se diffuse. Quand on est devant quelqu'un, par exemple, qui déborde d'énergie, alors on le devient aussi. Et le contraire est possible. Et là, justement, je voudrais faire une différence entre le sentiment et l'émotion. Il y a des nuances entre les deux parce que l'émotion, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est inné, qui naît avec nous, qui est tout à fait légitime. Et c'est une réaction. Par contre, le sentiment, ce sont des expériences mentales. C'est lorsque j'associe, par exemple, une émotion à des pensées négatives que j'ai ou à des pensées positives que j'ai.
Par exemple, tu trouves des gens deux personnes qui peuvent vivre le même événement. L'un, il reste en fait qui fait peur, par exemple, sur le coup. On va dire ils ont failli être heurtés par une voiture. Le premier, sur le coup, il se dit, alhamdoulilah, j'ai rien, donc c'est passé. Et le second peut vivre avec ça pendant un mois, à ruminer ça. Et s'il m'est arrivé ça, et s'il m'est arrivé ça, peut-être qu'il va associer l'événement qu'il a vécu avec quelque chose qu'il a déjà vu auparavant, une personne qui est morte après un accident, etc. Donc, le sentiment, ce sont des interprétations mentales, ce sont nos expériences mentales qui sont basées sur une émotion, qui commence par une émotion et qui commencent justement à s'accélérer grâce à des pensées qui sont ruminées dans la tête de la personne. Donc, cette représentation mentale de la peur, elle constitue ce qu'on appelle les sentiments. Et ça peut être aussi positif. Je trouve une personne qui a vécu un événement sympa et elle rumine ça toute sa vie, elle peut continuer à se créer des histoires, etc., pour pouvoir rester dans cette joie. Et même, elle peut arriver à l'euphorie grâce à sa propre imagination, à ses propres pensées. Alors, les sentiments, comme je vous dis, en fait, les émotions, c'est un appel au mouvement. Ils structurent aussi notre vie parce que on ne peut pas vivre, comme j'ai dit, plus que 10 minutes sans émotion. Si jamais je traverse sans faire attention, je risque de mourir. Donc, c'est la patronne de l'émotion, c'est la prudence. En fait, plutôt la réponse de l'émotion, c'est la prudence. C'est ça le message qu'elle voudrait nous donner, c'est être prudent. Les émotions nous aident à prendre aussi des décisions. Quand on est tout petit, par exemple, et on vit des événements dans notre vie qui nous marquent émotionnellement, soit positivement, soit négativement, en étant adulte, on risque d'aller vers tel endroit parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Je risque de ne pas manger ce plat-là parce que pendant mon enfance, je sais pas, à l'âge de 3 ans ou 4 ans, je me rappelle, il m'a créé une nuisance, donc je ne peux plus le manger. Donc, on prend des décisions à travers les émotions qu'on a vécues quand on était tout petit. Alors, pour revenir justement à l'intelligence émotionnelle qui est au cœur de notre débat, elle nous vient déjà d'Asie. C'est pas, en fait, l'intelligence émotionnelle. Il y a deux notions dans l'intelligence émotionnelle. Il y a l'émotion que je viens de définir là, et il y a l'intelligence, c'est-à-dire comment être intelligent avec mon émotion. Il y a la notion du cerveau. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le ressenti, on est aussi dans la perception, on est dans la réflexion. Comment je pense à la chose? Quelle perception j'ai de la chose? Et pourquoi je dis ça nous vient d'Asie? Parce que les Asiatiques, ils sont dans les arts martiaux. Et quand vous voyez dans l'art martial, les deux personnes qui se battent, ils sont dans la réflexion, ils sont dans la stratégie. C'est-à-dire qu'ils ne commencent pas à se cogner du premier coup. Ils réfléchissent et ils prennent du recul par rapport à la décision qu'ils vont prendre dans leur corps. Comment ils vont taper, comment ils vont donner le coup. Et donc, c'est une stratégie. Contrairement à nous, en fait, les Occidentaux généralement, et on est beaucoup plus dans tout ce qui est érotisme. C'est-à-dire, c'est lui le héros, c'est celui qui va commencer le premier, c'est celui qui va finir le premier, c'est celui qui va arriver le premier. Donc, on est beaucoup plus dans la réaction, on n'est pas dans l'action réfléchie. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est comment réfléchir à mon émotion et faire de mon émotion un atout. C'est-à-dire, je réagis en réfléchissant. Alors, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est que dans notre cerveau, comme vous voyez un peu sur le slide qui est projeté, on va voir un peu le circuit par lequel passe l'émotion dans le cerveau à partir du moment où on la ressent. Alors, nous, au niveau déjà de notre cou, et c'est pas sur l'image, en fait, ça figure pas sur l'image, sur notre cou, en fait, au niveau de notre cou, il y a une première glande qui s'appelle l'amygdala. Cette glande, c'est un stade où l'émotion est vraiment pure. C'est-à-dire que lorsque la personne, généralement, quand elle sent angoissée, elle le ressent au niveau du cou. Donc, ça commence là, au niveau du cou. Après, il y a une deuxième glande qui s'appelle l'amygdala primaire, qui est dans le numéro 1, qui est affiché sur votre écran. Et là, vous voyez, en fait, la molécule, elle est chaude.
Ça veut dire que je suis vraiment dans la réaction. Quand je reçois, par exemple, une information ou une attitude d'une personne ou quelque chose qui peut me toucher émotionnellement, si je réagis à ce stade-là au niveau où il y a le numéro 1, où il y a l'amygdala primaire, je réagis à chaud. Ça veut dire que je réagis sans réfléchir. Je suis dans mes réactions reptiliennes. Et quelles sont les réactions reptiliennes? C'est-à-dire les réactions où tu n'as que trois possibilités. Soit on est dans la fuite, soit on est dans l'agressivité, soit qu'on est dans le fait qu'on se fige. Et là, ce sont des réactions reptiliennes qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas mesurées. C'est pour ça que quand on voit des personnes qui s'emportent, elles sont à ce niveau-là, au numéro 1. Si par exemple, je reçois un mail qui me rend plutôt une information ou un mail ou n'importe quoi qui me met en colère, plutôt que je réagisse à ce stade-là, je dois passer au stade numéro 2. Et là, vous allez voir le circuit que ça va prendre. Et pour que ça prenne ce circuit-là, pour que ça prenne ce trajet-là, ça prend au moins 4-5 minutes. Et là, à ce niveau-là, sur le numéro 2, on est dans la partie préfrontale. C'est-à-dire qu'on est dans la partie de la réflexion. J'ai la possibilité de réfléchir avant de réagir. Comme je vous ai dit, si je reçois un mail désagréable qui me met hors de moi, je n'ai pas besoin de réagir sur le coup. Peut-être que je vais répondre au mail, je vais écrire ce que je pense, je vais écrire ce qui me dérange, je vais écrire ce que j'aurais voulu dire, mais je ne vais pas l'envoyer. Parce que si je l'envoie au stade numéro 1, je risque de dire des choses qui ne sont pas réfléchies. Mais si je l'envoie au stade numéro 2, c'est-à-dire après 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, si je relis mon mail, je vais me dire heureusement que je ne l'ai pas envoyé. Parce que sinon, j'aurais dit n'importe quoi. C'est pour ça que quand on voit les gens en colère, il ne faut pas tenir compte de ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne sont pas dans la réflexion. Et l'intelligence émotionnelle nous dit qu'il faut justement patienter avant de réagir pour passer à l'action, non pas à la réaction. Après, si vous voyez dans le circuit, il y a la partie numéro 3. Et ça, c'est un trajet vers la partie du raisonnement. C'est quoi cette partie du raisonnement? En fait, c'est une partie où lorsque on ne réagit pas, tout se stocke à l'intérieur de cette partie-là. Quand j'ai dit qu'il ne faut pas réagir sur le numéro 1, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler, qu'on ne doit pas agir par la suite. Non, il va falloir quand même parler de ce qui vous dérange, l'exprimer. Parce que quand vous ne l'exprimez pas, vous le gardez en vous et vous l'imprimez à l'intérieur de vous, ce qui n'est pas bon. L'intelligence émotionnelle nous dit qu'il faut justement patienter pour pouvoir réfléchir avant de parler. Mais ça ne veut pas dire je n'en parle pas. Il y a certaines personnes qui ont vécu avec des malheurs sur lesquels ils n'ont pas parlé, qu'ils n'ont pas partagé, et ils ont resté avec des traumatismes toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés à la partie du raisonnement, plutôt la partie de la raison, qui est une partie, c'est une molécule qui est très froide et qui, c'est là où s'ancrent vraiment les émotions dont on ne parle pas, qu'on n'exprime pas. Et avant d'arriver à cette partie 3, il reste 25 jours, 21 jours. C'est-à-dire que vous avez 21 jours pour pouvoir réagir et parler de votre souci, parler de ce qui vous met en colère, parler de ce qui vous rend triste, de ce qui vous fait peur, etc. Parce que c'est comme une sorte de toilettage émotionnel. Tous les circuits que vous voyez entre le 1 et le 2 et entre le 2 et le 3, ce sont des canaux qu'il faut nettoyer à chaque fois parce que sinon vous risquez d'avoir des couches d'émotions, des couches de choses qui vont vous plomber par la suite et qui vont vous, comment dirais-je, vous empêcher de vivre normalement et de vivre de manière épanouie. Donc, l'idée qu'il faut retenir, c'est que parler, mais attendre que ça refroidisse. Ce que j'appelle, moi, le trio, accueillir quand je ressens quelque chose qui me dérange, qui me fait mal, qui me rend en colère, je l'accueille, je la refroidis et après, j'agis. C'est très important. Il y en a qui s'arrêtent à recueillir, à accueillir, pardon. Ils accueillent,
Et encore, est-ce qu'ils accueillent ou pas à ce moment-là? Ils sont automatiquement dans la réaction. Il y en a qui s'arrêtent au niveau de refroidir et à ce moment-là, ils gardent les choses en eux et ils se disent, ouais, moi je vais prendre de la hauteur, ce qui n'est pas une bonne chose. Par contre, les gens qui sont intelligents émotionnellement, c'est des gens qui arrivent au niveau 3 et qui arrivent justement à exprimer leurs émotions, mais de manière intelligente. Voilà, donc je ne sais pas si Mohamed, est-ce qu'il y a des questions dans ce sens ou j'enchaîne sur la suite? Oui, oui, exactement. Si vous voulez, donc par rapport à la première partie, sans trop tarder, donc on peut passer aux questions des personnes qui nous suivent. Je commence par première question de Monsieur Riami, c'est un enseignant-chercheur avec nous à l'IGA, qui demande quelle utilité de l'intelligence émotionnelle au sein de l'entreprise. Oui, c'est une très très bonne question. Justement, l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, elle est classée parmi les 10 compétences, les 10 premières compétences clés qui ont été, comment dirais-je, approuvées par une étude qui a été faite des meilleures compétences sur lesquelles on se base pour justement recruter les salariés. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'entreprise, l'intelligence émotionnelle, elle gère quoi? Elle gère ta relation avec toi-même, mais elle gère aussi ta relation avec autrui. C'est-à-dire que le fait de te connaître, le fait d'être intelligent avec tes émotions, mais aussi d'être intelligent avec les émotions de l'autre. Et donc, dans les interactions professionnelles, si on n'a pas d'intelligence émotionnelle, on risque de tomber dans les conflits, dans les problèmes, on n'arrive pas à faire fonctionner notre business, on n'arrive pas à gérer peut-être une équipe. Donc, c'est une aptitude qui est indispensable aujourd'hui, non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans l'école, entre le prof et son élève. Parce que même à l'enfance, c'est-à-dire même pour les bébés, les enfants qui sont en crèche aujourd'hui, on leur enseigne dans certains pays l'intelligence émotionnelle, comment exprimer son émotion, parce que ça lui permet d'être poli, ça lui permet d'être autonome, ça lui permet d'être empathique. On va voir un peu les bases de l'intelligence émotionnelle par la suite, mais c'est important de l'avoir parce que sinon, si on n'arrive pas à gérer nos émotions, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à communiquer avec l'autre. Pour moi, quand on parle aujourd'hui de soft skills, et on parle beaucoup maintenant dans les écoles, on met en place des programmes de soft skills, l'intelligence émotionnelle ou la gestion de l'émotion, elle est dans tout, elle est la base de toutes les soft skills que devrait avoir le lauréat ou que devrait avoir l'enseignant ou que devrait avoir le patron d'entreprise. Si on parle aujourd'hui, par exemple, d'agilité, comment on peut être agile si on n'est pas intelligent émotionnellement? Comment on peut justement pouvoir, la créativité, par exemple, pour être créative, il faut que je gère aussi mon bien-être à l'intérieur de moi. Il faut que je sois dans un état de calme, de sérénité. Donc, tout ça… Maintenant, le cadre d'aujourd'hui, il doit avoir ses qualités, absolument. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle est, à mon avis, la base de toutes les soft skills. C'est la base de vraiment toutes les soft skills qui sont nécessaires dans l'entreprise. Bien, je vous remercie, Madame Sakat, pour cette réponse. Et on a une autre question de Monsieur Abdelghani Mamar qui demande quelle relation existe entre perception et émotion. Très, très bonne question. Merci parce que c'est le cœur du sujet. Parce qu'on a l'habitude de penser, en fait, certaines personnes pensent que l'émotion vient comme ça. L'émotion, elle est liée à une pensée. C'est très important. Quand les gens me disent comment je peux gérer mes émotions, je dis tout simplement en gérant tes pensées. Parce qu'une émotion, elle ne vient pas comme ça. Hein. Elle vient suite à une idée, soit suite à une pensée. Et qui dit une idée ou une pensée, dit une perception. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis face à un environnement, on est deux personnes, on est face au même environnement. Moi, je vais le vivre de manière peut-être sereine et l'autre personne va le vivre de manière pas très sereine. Pourquoi? Parce que ma perception de l'environnement, elle est différente de la perception de l'environnement de l'autre personne. Moi, je donne toujours un exemple très simple. Si, en fait, on a ramené deux enfants à la plage, ils n'ont jamais été à la plage, ils ont 5 ans tous les deux, et leur maman les a laissés jouer au bord de la mer. Et il y avait une vague,
une énorme vague qui est venue et donc ils ont trébuché dans cette vague. Le premier est sorti en train de pleurer, avec les cheveux en pétard, etc., en disant non, je veux plus aller à la mer, je veux plus aller à la plage parce que j'ai vécu un moment très désagréable, etc. Et l'autre, il était en train de sautiller parce que il avait trouvé ça juste extraordinaire. Donc la perception de chacun a créé une émotion différente. Le premier, il a perçu ça négativement parce qu'il a ressenti de la peur, parce qu'il a peut-être déjà entendu parler de la plage, elle est dangereuse, il faut faire attention, etc., etc. Donc, c'est des couches de pensée, c'est des couches de croyances, des couches d'idées qu'il a eues. Et le deuxième, peut-être qu'il était dans un environnement plutôt tranquille, il n'y a pas de problème avec la plage, donc vas-y, éclate-toi, etc. Ce n'est que du bonheur. Donc, la perception de l'être humain définit son émotion. D'ailleurs, il y a un circuit très important ici. C'est-à-dire que d'où vient mon émotion? Déjà, c'est une pensée. La pensée que j'ai d'un événement peut, par exemple, si on prend le confinement, certains le vivent positivement, d'autres le vivent de manière vraiment désagréable. Pourquoi? Parce que c'est question de perception. Il y en a qui vont voir dans ce confinement une opportunité de grandir, une opportunité de sortir d'un schéma normal, naturel, etc., de se régénérer, de se reconstruire, et d'autres qui vont se dire, ouais, on m'a empêché, je n'ai plus ma liberté, etc., etc. Donc, c'est les pensées et les croyances. Donc, qu'est-ce qui fait Mais à qu'on a... chaque fois, on doit positiver les choses, n'est-ce pas, Madame Sakat? Donc, Exactement. pour assurer la continuité, donc par exemple, maintenant, on est obligé de vivre avec le confinement. Si on reste chez nous avec bras croisés, donc on va jamais avancer. Mais on est Bien. obligé de continuer à travailler, hein, de faire nos activités professionnelles, de faire même parfois des activités sportives, de vivre nos activités à la place de rester avec bras croisés. Comme on dit, s'il y a verre moitié plein, moitié vide, hein, on doit continuer à voir que la moitié pleine, hein, en négligeant la moitié vide. Ouais, je pense que tu l'as dit, c'est question de décision. C'est quel camp moi je vais choisir. Quelle émotion je veux avoir. Si je veux avoir une émotion positive pour pouvoir agir et être vraiment productif, il faut que j'ai des pensées positives. Parce que c'est les pensées qui définissent mes émotions. Si je pense que c'est une action négative, donc je vais avoir une émotion négative. Et si j'ai une émotion négative, j'ai une énergie à l'intérieur qui est négative. C'est un état interne qui est négatif. Et mon état interne, il va influencer mes actions qui vont être négatives. Et mes actions vont influencer mes résultats. Voilà la Voilà, donc tout dépend de la personne, comment il voit les choses. Hein. Soit il positive les choses, soit il va les négativer. Hein. Oui, ce qui est important, c'est que c'est un circuit, parce qu'à partir du moment où je vais avoir le résultat qui est négatif, je vais alimenter mes croyances négatives vis-à-vis de moi-même. Et si j'alimente mes croyances négativement, je vais alimenter encore mes pensées. Avec un exemple très simple, si on a des étudiants aujourd'hui qui nous écoutent, je suis face à un recruteur, je dois passer un entretien d'embauche. D'accord? Si je pense que moi, l'entreprise qui m'a appelé, oh là là, c'est une multinationale, je ne suis pas prêt pour ça, je risque de mal passer, je pense qu'il y a des candidats qui peuvent me concurrencer, je n'ai pas assez d'expérience pendant mes stages. Voilà, ces pensées. Je vais être dans un état comment? Dans une émotion de peur. Je vais être dans un sentiment d'hésitation, de stress. Donc, quand je vais aller face au recruteur, comment je vais être dans mon état interne? Je vais être dans un état interne qui est négatif. Et mon état interne va influencer mes actions qui vont être négatives parce que je vais perdre la parole, je vais bugger, je vais oublier pas mal de choses que j'ai fait, je risque de me dire je vais pas pouvoir répondre aux questions, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Le résultat de l'entretien va peut-être échouer. Donc, je ne vais pas avoir mon entretien. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je vais dire, tiens, je me suis bien dit ça. Je ne suis pas fait pour cette entreprise. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a alimenté ses croyances négativement. Par contre, si je me dis, moi, si on m'a appelé, c'est parce que mon CV est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la capacité de réussir mon entretien. Donc, il va déjà être dans un état de motivation, de positivisme. Et à ce moment-là, quand il va être devant son recruteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va être
dans un état positif et donc il va être à l'aise, la communication fluide, il n'y aura pas de blocage, il va répondre aux questions, il a confiance en lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il risque ou pas d'avoir cet entretien, mais au moins il sera content de lui-même. Même s'il n'arrive pas à décrocher, il va se dire, tiens, j'ai passé un bel entretien, mais bon, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais faire mieux. Au moins, ou s'il l'a réussi, il va encore une fois alimenter ses croyances sur lui-même. Voilà, donc c'est un exemple qu'on peut l'appliquer dans plusieurs domaines, hein. Vous avez pris, et je vous remercie, vous avez pris l'exemple de recrutement, donc même on peut l'appliquer pour plusieurs domaines. Un étudiant qui va passer un examen et il a eu un échec le jour de l'examen, hein, c'est pas la fin du monde, hein. Donc, mais le problème, c'est quand on va rester dans une boucle fermée en pensant uniquement à cet examen. Tiens, j'ai pas une bonne note, hein, je vais pas réussir, etc. Par contre, on doit voir les choses positivement. Il y a encore deuxième session. Il y a même parfois l'année suivante, hein. Donc, on doit sortir avec des éléments positifs pour ne pas tomber dans même erreur. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, l'échec, c'est toujours une réussite parce que si tu apprends de ton échec, ça veut dire que tu as avancé, ça veut dire que tu as appris. Il y a un homme d'affaires aux États-Unis qui a, j'ai oublié son nom, mais qui a créé une bourse pour les gens qui échouent à l'école. Parce que pour lui, ces gens-là, ils ont la capacité de rebondir ailleurs parce qu'ils ont appris de leur échec. Il donne une prime de l'échec. À chaque fois que tu échoues, il faut que tu te félicites parce que tu te dis, j'ai appris. Parce qu'au moment où je me lève et je me relève, c'est le plus important. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est question de mindset. Et le mindset, c'est-à-dire, comment dirais-je, il influence mon émotion. Donc, j'espère avoir répondu. J'ai vu une question qui est passée, comment nettoyer les circuits? Ben, tout simplement, comme j'ai dit, en parler. Si Mohamed aujourd'hui m'a envoyé quelque chose que j'ai trouvé désagréable ou qui m'a dit quelque chose qui n'était pas bonne, je vais attendre 4-5 minutes, je vais réfléchir. Après, je vais aller le voir. Si Mohamed, Allah yakhlik, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, j'ai pas apprécié. Tout simplement. Et là, c'est moi qui parle. C'est pas mon émotion qui parle. Parce que à partir de là, quand j'ai sorti ça et j'ai dit, je suis en colère parce que tu m'as fait ça, déjà, j'ai mis l'accent sur l'émotion et à ce moment-là, j'ai pu la cerner. Il suffit de dire je suis en colère. Il suffit de dire j'ai peur. Certaines personnes vivent certaines émotions et ne les expriment pas. C'est tout à fait normal que ça va s'imprimer à l'intérieur d'eux et à ce moment-là, ça va créer les couches dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est très, très important, cette question de nettoyage, c'est de l'hygiène émotionnelle. C'est vraiment de l'hygiène émotionnelle. Voilà. Donc, moi, oui, il y a une autre question? Ouais, il y a une autre question. Il y a un point soulevé par notre camarade, par un fan de la page qui vient de dire, M. Jad Azraoui, que je le félicite avec cette remarque-là. Il vient de dire que l'échec est le début de la réussite. Donc, c'est lié par rapport à ce qu'on vient de dire. Et il a aussi une question qui dit que comment la notion d'intelligence émotionnelle peut-elle regrouper deux termes semblants à première vue antithétiques? Oui, eh ben, tout simplement parce que justement, quand on a parlé tout à l'heure d'émotions, j'ai parlé des différentes formes d'intelligence qui existent. Je pense que non, il y a un problème avec mon chargeur. Okay. Excuse-moi, je vais charger juste mon téléphone, mon ordinateur. Bien sûr, allez-y. Les aléas du direct. Ok, on gère. Alors, on est en direct, on n'a pas le droit à l'erreur, comme on dit. Hein. Au contraire, on se donne l'espace d'être naturel. Voilà. D'ailleurs, l'émotion aujourd'hui, les gens qui parlent de la pensée positive, et les gens quand ils entendent la pensée positive, ils croient que la pensée positive, c'est le fait d'être heureux tout le temps. Donc, être intelligent émotionnellement avec soi-même, c'est d'être dans une pensée positive, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'au moment où je ressens quelque chose qui ne va pas, même si je veux être heureux, je veux être joyeuse et je décide de m'inscrire dans ce processus et d'être dans cette résidence émotionnelle, j'ai le droit de dire j'ai peur.
J'ai le droit de dire je suis mal maintenant, je passe par un moment difficile. Reconnaître que le fait qu'on est des êtres humains, comme je t'ai dit là maintenant, on est en live, on n'a pas le droit à l'erreur. Je suis pas très d'accord avec ça parce qu'on est tous des êtres humains et c'est ça qui fait la différence entre nous et les robots. Voilà. Donc pour revenir à la question comment on peut associer intelligence et émotion, justement, on est en train de dire qu'il y a le lien direct entre la pensée et l'émotion. Si je veux agir sur mes émotions, il faut que j'agisse sur mes pensées, sur mes croyances. C'est très important. Si moi je suis triste par rapport à un événement, la tristesse, j'ai une pensée. Je vous donne un exemple très simple, la personne qui a posé la question. Alors on imagine que on est dans une chambre, je rentre par exemple dans une chambre où là, je fais rentrer quelqu'un dans une chambre où il y a un lion. Un lion, la chambre. Si Mohamed, si je te mets dans une chambre où il y a un lion, qu'est-ce que tu vas ressentir? Ça dépend. Ben, un lion, hein, un lion, un lion. Ça dépend. Est-ce qu'un lion gentil ou pas? Un vrai lion ou pas? Un vrai lion. Bien sûr. Et il y a un sentiment de peur. Oui, un sentiment de peur et de peur vraiment grave parce que tu vas te dire est-ce que j'aurai le temps d'avoir peur? Tu vois, j'aurai le temps de ressentir la peur. Oui. Est-ce que je vais réagir ou pas? Est-ce qu'il va me laisser le temps pour réagir? Voilà, tu vois, donc tu es dans la réflexion parce que qu'est-ce qui te fait peur? C'est pas le lion, c'est l'image que tu as du lion. Parce que tu sais que le lion, c'est un animal sauvage qui risque de te sauter dessus et de te manger. Donc, ce sont tes pensées qui alimentent ça. Parce que si c'était un petit enfant de 2 ans qui rentrait, qui voit un lion, il va aller jouer avec lui, n'est-ce pas? Il va même peut-être. Il ne connaît pas le lion, il connaît peut-être que le chat et le chien. Hein. Pour lui, le lien, c'est animal domestique comme les autres. Hein. Donc, il ne va pas prendre le même sentiment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que dans sa tête, les idées qu'il a sur le lion sont différentes. La perception du lion chez lui, c'est pas la même chose, c'est pas la même perception que toi. Alors imagine qu'après, avec le lion, tu vas le trouver attaché. Ou là, je vais te l'attacher. Je vais l'attacher. Est-ce que tu vas avoir la même peur? Pas vraiment. Pourquoi? Ouais, j'aurais pas vraiment le même sentiment. Hein. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est attaché, parce que tu sais que tu ne risques rien. Donc la peur va diminuer. Donc le fait de savoir, le fait de penser que effectivement il est attaché, ma peur va baisser. Sur un certain moment, je te dis, tu sais, le lion, c'est un lion joué. Il n'est pas vrai. Ouais. Tu vas peut-être commencer à rire. Tu vas me dire, ouais, tu vois? Donc, finalement, c'est qu'une… Par contre, pour un enfant, par exemple, s'il a eu le sentiment de peur la première fois, donc par la suite, il ne va pas faire la différence peut-être. J'ai pas compris ta question. Donc, si on prend un petit enfant, hein, et vraiment, il a eu le sentiment de peur la première fois avec un vrai lion. La deuxième fois et la troisième fois, donc quand il va rencontrer un lion, donc il va pas faire la différence. Pour lui, c'est la même chose. Hein. Bien sûr, il va continuer à avoir peur. Tout à fait. De toute façon, c'est vrai parce que là, ça fait, il est injecté. Tu vois, il a la pensée, il a la pensée. On passe d'un niveau d'émotion à un autre suite à un niveau de pensée à un autre. À partir du moment où je sens que je suis en danger, je sais que je suis en danger, je le sais, donc je ressens la peur. Plus le danger va diminuer, plus moi je vais avoir la peur. Donc c'est ça pour répondre à la question de la personne qui a dit c'est quoi le lien entre l'intelligence et l'émotion, ben c'est ça. C'est-à-dire que l'émotion elle est liée à une perception. Et comment justement être émotionnellement correct et sain, c'est en étant intelligent, en ayant une perception, une intelligence dans la gestion de mon émotion. Et on va voir un peu les étapes pour comment être intelligent émotionnellement. OK? Donc, voilà, pour continuer à notre discussion en gardant le lien avec nos chères étudiantes, nos chers étudiants, donc on continue à collecter les questions. Donc, j'ai une question d'une étudiante première année, Hiba Tanan, que je le félicite par cette question-là, et qui dit est-ce que l'intelligence émotionnelle est plus importante que l'intelligence intellectuelle?
Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle et relationnelle vont dépasser, dans l'avenir, ça va dépasser l'intelligence intellectuelle ou rationnelle. Parce qu'à un certain moment, il y a très longtemps, on parlait que de l'intelligence, comme j'ai dit, l'intelligence rationnelle, c'est-à-dire les maths l'ont porté, les ingénieurs l'ont porté. Il faut vraiment être rationnel pour pouvoir gérer les choses. Aujourd'hui, tu vois, de la crise dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est une crise c'est-à-dire qui s'est jamais produite comme ça, cette crise. Comment on peut la régler? Comment on peut la gérer? Comment on peut gérer justement ce flot dans lequel on est aujourd'hui? Est-ce que c'est avec la rationalité? Aucune équation ne peut régler ça. On est dans une multitude de dysfonctionnements, de problèmes, etc. Et donc, il y a l'incertitude, il y a le flot, on ne sait pas comment on va régler ça. Devant le Covid, comment on règle? On règle avec de l'agilité, on règle avec de la créativité, on essaie de faire appel à nos compétences humaines. Ce n'est pas une équation qui va régler ça, ce n'est pas la rationalité. Aujourd'hui, on parle du seuil. Les États-Unis, le seuil, un manager, un seuil de la rationalité. Après, tout ce qui reste, c'est l'intelligence émotionnelle et relationnelle qui vont l'emporter. Et qui l'emportent aujourd'hui. Parce que avec la robotisation, avec l'intelligence artificielle, l'intelligence intellectuelle, elle est compensée. Tu es avec un ordinateur, tu vas avec un smartphone, il te fait pas mal de choses. Mais émotionnellement, il n'y a pas encore une machine qui peut remplacer l'humain émotionnellement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Parfait. Donc, j'ai une autre question d'une autre étudiante, Mariam. Donc, s'axer sur un autre volet, la gestion des émotions, hein, et qui demande comment gérer ses émotions devant le manque de respect des autres, en se déguisant sous le prétexte de la rigolade. C'est-à-dire les autres qui se moquent ou qui... Voilà, donc il y a un manque de respect, ils se moquent, hein, et sous le prétexte tout simplement que c'est juste en train de discuter entre eux, tout simplement il n'y a que la rigolade et pour leur montrer il n'y a pas de moquerie. Hein. Ben, déjà, elle a dit, ils montrent, je ne sais pas, est-ce qu'ils l'ont dit, c'est aussi une perception. Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est exactement ça ou pas? Est-ce que c'est sa propre réaction ou pas? Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être sensibles à certaines choses et d'autres qui peuvent passer à côté de trucs comme ça et qui les dérangent même pas. Tu vois? Donc, c'est question de sa sensibilité par rapport à ces gens-là. Est-ce que ces gens-là, effectivement, veulent lui faire du mal et lui manquent de respect ou là, c'est sa propre perception? En tous les cas, pour ce genre de personnes, je leur dis, faites ce que vous ressentez. Faites ce que vous ressentez, un. Et deux, essayez justement d'aller plus loin dans votre réflexion et pas tout seul, en allant vers la personne pour lui dire, est-ce que réellement ce que tu veux dire? Parce que si c'est de la rigolade, moi, j'apprécie pas beaucoup cette rigolade. Tu vois, c'est ça, nettoyer. Parce qu'il y a certains jeunes, effectivement, moi j'accompagne les jeunes, qui gardent des choses pour eux sous prétexte de rester avec le groupe. Et là, je pense pas que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire aller vers les gens et leur dire, voilà, moi j'ai comme ça que je l'ai pris. Est-ce que c'est réellement ce que tu veux dire? Ou là, tu as une autre interprétation. À ce moment-là, la personne face à toi, elle va te répondre. OK? Oui. Oui, je vous remercie pour la réponse est claire. Hein. J'ai une autre question s'axer sur le volet professionnel. Donc, Monsieur Younes Aïshaba, qui a posé cette question, je le remercie pour sa participation, qui demande comment un responsable peut manager avec l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est possible d'abord? Hein, si c'est possible, ça va être comment? Mais bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, quand je parle d'intelligence émotionnelle, je ne parle pas c'est-à-dire d'un outil. C'est un outil inné, effectivement, c'est quelque chose qui se cultive, c'est important, mais il n'est pas uniquement chez le manager, il est aussi même chez le collaborateur. C'est-à-dire en tant qu'être humain, moi, je parlais tout à l'heure d'enfants à l'école, on leur apprend l'intelligence émotionnelle. En tant qu'être humain, dans nos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, on a besoin d'avoir cette intelligence émotionnelle. Je pense qu'on va aller vers la partie où il y a justement la réponse de cette partie qui est liée à la profession, mais qui veut dire quoi? Intelligence émotionnelle, elle est basée sur 4 niveaux. Donc, la première des choses, c'est nommer ses émotions. C'est-à-dire que aujourd'hui,
Pour développer mon intelligence émotionnelle, il faut que je connaisse la palette d'émotions qui existent, c'est-à-dire savoir les nommer. Un patron, par exemple, pour revenir à la question du monsieur, de Younes, un patron qui gère une équipe, ben, si il est furieux par rapport à un retard ou là, par rapport à une erreur qui a été faite par un collaborateur, être intelligent émotionnellement, ce n'est pas de diffuser sa colère sur son groupe. Non, c'est de pouvoir justement nommer ce qu'il ressent, prendre le recul et se dire, là, je sens de la colère parce que le travail n'était pas correct. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle ne veut pas dire que tu n'es pas en colère, que tu n'es pas triste. Non, que je suis en colère face à un collaborateur qui fait mal un travail. Mais je lui dis, plutôt que de crier, de jeter le dossier, de lui, je ne sais pas quoi, ce qui se passe généralement, ce que je lui fais, c'est que je prends le recul nécessaire pour pouvoir nommer et mettre l'accent et le doigt sur mon émotion. Je suis en colère par rapport à votre travail. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, un patron d'entreprise est obligé justement d'utiliser l'intelligence émotionnelle parce qu'elle englobe la notion du respect de l'autre. Voilà. Et ça rentre aussi dans la motivation aussi. Hein. Ça rentre dans la motivation du personnel. Bien sûr, donc, bien si sûr. je vais créer, je vais casser son rythme, donc il n'aura plus de motivation pour continuer à travailler au sein de cette entreprise. Et il va commencer à donner que les ondes négatives. Bien Contrairement, sûr. Si je vais prendre sa main, je vais lui commencer à corriger ses erreurs aujourd'hui et demain, donc après quelques jours, donc je peux carrément le laisser tout seul et je vais carrément collecter que les fruits. Oui, c'est la notion du leadership. Parce que la différence entre un manager et un leadership, c'est exactement ça. Un manager, c'est quelqu'un qui gère, qui est dans le contrôle, et un leader, c'est quelqu'un qui est dans le changement, qui est dans la conduite du changement, qui est dans l'accompagnement. C'est ça la différence. Et accompagner ses équipes, accompagner ses troupes, si tu n'es pas intelligent émotionnellement, tu n'es pas déjà un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui arrive à gérer son stress, qui arrive à gérer ses émotions pour pouvoir diffuser des ondes positives autour de lui et faire adhérer les gens avec lui. Donc, c'est une notion très importante chez le leader. D'ailleurs, il ne faut pas confondre entre leader et manager, parce que ce sont deux choses différentes. Je peux être patronne au sein d'une entreprise et gérer une équipe sans pour autant que je sois leader. Le leader, c'est quelqu'un qui a la qualité du leadership. C'est quelqu'un qui a cette capacité de faire fédérer les gens et de leur donner l'enthousiasme pour pouvoir gérer les choses et gérer les équipes. OK ? Alors, comme je vous ai dit, donc, le premier outil que vous pouvez utiliser pour connaître vos émotions, c'est déjà ça. On a parlé en fait des émotions. Il faut faire la différence entre l'émotion et le sentiment. C'est important. Quand je dis, par exemple, je suis stressée, je me réconforte pas. Le stress, c'est un ensemble d'émotions. Ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment qui a été généré par mes perceptions. Si, par exemple, je suis dans l'entreprise et j'ai un travail énorme à faire, je stresse. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir réaliser mes objectifs à temps, parce que je suis en colère, parce qu'on m'a donné beaucoup de travail, je suis triste parce que je ne vois plus ma famille. Regarde, il y a plusieurs émotions qui sont incluses dans le stress. Alors, pour sortir de là, je nomme l'émotion. Qu'est-ce qui fait que je suis stressée ? Est-ce que parce qu'on m'a donné beaucoup de travail et j'arrive pas à en parler ? Très bien. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas pouvoir atteindre mes objectifs ? Est-ce que je suis triste parce que j'ai plus le temps ? Le fait de l'exprimer, de la nommer, ça crée déjà un espace à l'intérieur de la personne et ça lui permet de faire circuler l'information à l'intérieur et prendre du recul et de l'espace et c'est très important. D'accord ? Donc, il faut justement avoir la réflexion, plutôt le réflexe et l'habitude de nommer ses émotions. Quand on est face à un événement, on nomme nos émotions. Le deuxième fondement de l'intelligence émotionnelle, c'est d'observer ses comportements pour développer son intelligence émotionnelle. Comment ? C'est-à-dire que je suis ces derniers temps, tout le temps, je suis une personne sensible. Moi, je suis une personne nerveuse. Moi, je suis une personne stressée. Hadak, c'est une personne stressante. Donc, on se donne des étiquettes. Pourquoi on se donne ces étiquettes ? Parce qu'on a l'habitude de vivre comme ça. On a appris à vivre comme ça. C'est très important à retenir. Les gens qui se disent, moi, je suis sensible, tu n'es pas né sensible. Tu as appris à être sensible. Tu n'es pas né nerveux. Tu n'es pas né colérique.
tu n'es pas né anxieux, tu as appris à l'être. Et comme tu as appris à l'être, tu peux désapprendre et apprendre autre et réapprendre autre chose. Donc, quand je dis il faut observer ses comportements, parce que quand moi, par exemple, je me dis je suis une personne stressée, je commence à observer mes comportements face à des situations de stress. Et généralement, quand on observe nos comportements, on ne le fait pas sur le coup. On le fait peut-être, on fait le bilan de la semaine, on fait le bilan de la journée avant de dormir le soir ou la nuit. Je me dis, comment j'ai passé ma journée aujourd'hui? Quels sont les éléments qui m'ont fait stresser, qui ont créé le stress en moi? Et qu'est-ce qui a favorisé ce stress? Est-ce que c'est pas mon comportement? Est-ce que ce sont pas mes pensées? Est-ce que le fait, je me mets la pression et je veux aller de l'avant, etc. Je commence à m'observer à froid pour que je puisse réagir correctement à chaud. Est-ce que c'est une notion qui est claire, Si Mohamed? Je réagis, je réfléchis à froid, et quand je m'observe, alors je suis en train de me mettre dans une stratégie de préparation à un changement de comportement. Si je suis une personne qui directement, elle s'affole et directement, elle réagit, je prends le recul le moment où je suis à l'aise, je suis zen, j'ai pas de problème, et je m'observe. Je me dis, Sana, pourquoi tu as eu ce comportement tout à l'heure? Qu'est-ce qui a généré ça en toi? Qu'est-ce que tu pouvais faire d'une autre manière? Et je réalise ça à froid pour que à chaud, peut-être la deuxième fois, je vais faire attention sur le coup. Peut-être la fois qui suit, je vais diminuer. L'essentiel, c'est que je suis dans cette roue d'apprentissage et roue d'évolution. C'est très important de parler de cette roue. Pourquoi? Parce que les slides, on va dépasser ça pour voir un peu. Il y a un slide sur le circuit de l'apprentissage. On avance. Non, on avance. Voilà, notre cycle d'apprentissage. Alors, si vous voyez notre cycle d'apprentissage, il y a 4 niveaux. Il y a le premier niveau dans lequel on s'inscrit quand on est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, par exemple, face à des situations, je ne sais pas que je ne sais pas faire. Je donne toujours l'exemple d'un petit garçon qui regarde son frère en train de rouler avec son vélo. Et lui, il n'a que 2 ans. Mais comme il voit son frère en train de rouler sur le vélo, lui aussi, il veut essayer. Donc, il ne sait pas qu'il ne sait pas conduire. Il a un modèle devant lui. Pardon? Il a un modèle devant lui, donc il essaie de faire la même chose. Oui, il essaie de faire, mais parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas qu'il est incompétent pour le vélo. Donc, dès qu'il monte sur le vélo, il tombe. Là, il passe au niveau 2. Il commence à devenir conscient qu'il est incompétent. C'est-à-dire qu'il se dit, tiens, c'est vrai, aujourd'hui, je sais que je suis incompétent. À partir du moment où il commence à apprendre à rouler avec le vélo, qu'est-ce qui se passe? Il conscientise qu'il est en train de rouler avec le vélo et donc il tient bien le guidon, il regarde ses pieds, il est attentif à ses actions. Et donc, il est dans la zone 3 qui est consciemment compétent. Donc, il est en train de réaliser qu'il est en train d'apprendre. Et quand il passe, par exemple, 3 jours, ou 4 jours, ou 1 semaine en train de pédaler comme ça, après, il devient inconsciemment compétent. 1 mois après, le vélo dialogue, il commence à pédaler naturellement, comme s'il l'a toujours fait. Il regarde le paysage, il peut même parler à sa maman, parler à son père alors qu'il est en train de pédaler. Donc, pourquoi je donne cet exemple? Ce que je vous dis maintenant en termes d'observation, de mettre l'accent sur l'émotion, de l'observer, etc., ça peut paraître à certaines personnes un peu difficile. Ah oui, moi, je vais m'observer, moi, je m'emporte vite. Comment je vais m'observer? Si tu peux, si tu décides de le faire et tu rentres dans ce cycle. Parce que jusque-là, peut-être que tu te dis, Anna, je suis toujours colérique, c'est une erreur. Peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ça, ou peut-être en lisant autre chose ou en cherchant ailleurs, tu vas te rendre compte que finalement, cette étiquette que tu te donnes, tu ne la mérites pas. Tu veux changer. Donc, tu es dans un processus d'apprentissage. Tu passes d'inconsciemment incompétent à consciemment incompétent. Donc, tu t'inscris dans un processus qui te permet d'évoluer et de dépasser la limite que tu as. Après, quand tu vas commencer à t'observer quotidiennement et ça va devenir un exercice habituel pour toi, ça va devenir de l'acquis.
Et au moment où tu vas être à chaud, tu vas peut-être aussi t'observer. Tu vas prendre du recul. Tiens, راني بديت كنغوت ولا راني بديت كنتخلع ولا راني بديت كنتقلق. Donc غادي نحاول, je vais essayer de baisser un peu de cran, de l'énergie négative que j'ai parce que j'ai pris conscience que je suis en train de tomber dans le piège. Peut-être la première fois comme ça, la deuxième fois, tu vas faire mieux. La troisième fois, ça va devenir totalement naturel et tu vas passer au stade de inconsciemment compétent. Voilà, donc j'ai expliqué un peu. On essaie d'être plus pragmatique dans notre discussion. Donc, on a nos étudiants, surtout les étudiants de 5e année, qui vont affronter pour la première fois le monde professionnel dans quelques mois. Et est-ce qu'on peut leur dire une démarche à suivre pour bien gérer le stress, hein, parce que le premier handicap de la majorité des étudiants qui affrontent le domaine professionnel pour la première fois, donc ils avaient un rythme, hein, une fois ils basculent vers un autre rythme professionnel, ils commencent à parler de stress, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de tâches à faire, il y a ça, hein. Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, une démarche à suivre, et quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Ben déjà, le stress, c'est important de définir c'est quoi le stress. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vivent. En fait, les syndicats, ils disaient que le stress, il est lié à l'environnement de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui crée le stress pour les employés. Que finalement, c'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai parce qu'un employé, il peut être stressé même devant un client. Donc, il va laisser le client pour ne plus être stressé. C'est pas possible. Donc, c'est pas question d'environnement. Le patronat, il disait que le stress, il émane de l'individu dans l'entreprise. Ce n'est pas vrai. Parce que tu peux mettre deux individus face à la même situation, l'un stresse et l'autre ne stresse pas. Finalement, ils sont arrivés à une définition globale. Le stress, c'est une question de perception. C'est la perception que j'ai des contraintes de l'environnement dans lequel je vis par rapport aux ressources que j'ai. Donc, les étudiants aujourd'hui qui ressentent ou qui peuvent éventuellement ressentir le stress, il faut qu'ils sachent que s'il y a un déséquilibre entre les contraintes de l'environnement, leur perception des contraintes de l'environnement par rapport à leur perception de leurs ressources, c'est normal qu'ils vont stresser. Concrètement, qu'est-ce qui peut stresser un candidat? Si Mohamed, atteignez un exemple qui peut stresser un candidat aujourd'hui. Dans la phase d'intégration ou bien avant qu'il intègre la société? Je ne sais pas, dis-moi toi, n'importe quel exemple, on va se baser sur cet exemple. Par exemple, s'il va recevoir 2 tâches à réaliser auprès de son employeur, il a 2 projets, il va être impliqué à réaliser 2 projets, là, il va sentir le stress. Oui. Là, il sera incapable, est-ce qu'il va continuer avec le premier ou avec le deuxième? Très bien. Donc, lui, aujourd'hui, c'est question de priorisation. C'est question d'organisation. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on stresse généralement? C'est la première des choses, c'est lorsqu'on est mal organisé. Quand on stresse au travail, c'est qu'on est mal organisé. C'est très simple. C'est-à-dire. Le premier conseil qu'on peut le dire, hein, c'est avoir le sens d'organisation. Le sens d'organisation, le sens de priorisation et la clarté. Un étudiant ou un lauréat, en fait, ou une nouvelle recrue, il faut qu'elle exige de la clarté de la part de son employeur. Quand moi, je vais chez mon patron ou mon directeur, il me donne 2 dossiers, je vais poser la question suivante. Lequel, monsieur, est le plus urgent? C'est légitime. Là, il va voir que tu as les pieds sur terre. Parce que si tu les prends comme ça, argent comptant, moi-même, en tant que manager, si je donne 2 dossiers en même temps à un collaborateur et il me demande même pas c'est quoi le premier, je vais dire finalement peut-être qu'il va rien faire. Ou là, qu'il risque de prendre beaucoup de temps parce qu'il est perturbé, parce qu'il ne sait pas pourquoi il a commencé. Si le patron n'est pas clair, toi, tu dois être clair. De dire quelle est la priorité. Dit 1. 2. Une fois que tu listes les priorités dialogue, là, tu t'organises. Il n'y a pas d'action sans plan d'action. C'est très important. C'est très important. Au moment où moi, je prends les dossiers, où là j'ai une activité, ou là un projet, etc., il faut savoir que le stress, il naît de la peur de l'inconnu. Quand on ne sait pas, moi, je ne dois pas laisser l'inconnu. Je dois avoir toutes les réponses à toutes mes questions. Je priorise. Je mets un plan d'action. Parce qu'une fois que je mets le plan d'action, qu'est-ce que ça me fait? Ça me rend
heureux. Je suis sur la bonne voie parce que j'ai mis mon plan d'action et parce que je sais où est-ce que je vais et quand est-ce que je vais le terminer. Et ça me permet aussi d'avoir des pauses parce que quand on n'a pas un plan d'action, même la préparation des examens, si on a des étudiants avec nous qui préparent les examens ou pas, si je ne m'organise pas, si je ne mets pas un plan d'action, je ne sais pas d'où je viens, où est-ce que je vais. Donc, pour minimiser le stress, il va falloir justement mettre en place un plan d'action pour pouvoir dépasser les limites d'IELI et aller vraiment de l'avant. D'accord? Oui. Parce que le fait d'être dans l'incertitude, le fait de ne pas avoir une idée de ce que tu veux faire, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une sensation de frustration et ça crée aussi une diminution d'énergie. On n'a pas besoin de ça. Pour que je sois vraiment à l'aise avec ce que je fais, il faut qu'il y ait de la visibilité, de la clarté. Et je sais où est-ce que je vais, par quoi je vais commencer. C'est très important. D'accord? Pour revenir à la gestion du stress, moi, je donne aussi quelques astuces qui sont, c'est des astuces, en fait, pas ces astuces, ce sont des actions que la personne devrait mettre en place pour pouvoir minimiser le stress. Mais tu peux aussi gérer le stress en étant dans le positivisme, en étant dans des pensées vraiment qui vont te conduire dans une énergie positive. Je crois en moi, je crois en mes capacités, je me donne le droit à l'erreur. Je parle souvent avec les nouvelles recrues. Je leur dis, vous avez le droit de faire des erreurs. Vous êtes là en train d'apprendre. D'ailleurs, dans certaines entreprises, on ne donne pas des primes pendant les 2 premières années aux nouvelles recrues LH parce qu'on estime qu'elles sont en train d'apprendre. On leur donne un salaire, mais on ne leur donne pas de prime, on ne leur accorde pas de prime. Cette tolérance, cette importance entre toi et vous, entre vous et vous-même. Tout à l'heure, il y a mon câble qui s'est débranché. Ben, j'ai le droit de brancher mon câble, c'est pas grave. J'ai le droit de ne pas être top partout. J'ai le droit de ne pas être partout. Même vous n'êtes pas obligé. On n'est pas les gens qui sont perfectionnistes et qui cherchent vraiment à aller dans le meilleur du meilleur des versions. Ils risquent de passer à côté. Ils risquent de prendre beaucoup de temps et de ne rien faire. Exactement. Alors là où moi je commence, je me donne le droit à l'erreur parce que je suis un apprenti. Je suis en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Il n'y a pas d'arrêt. Il y a des gens à 80 ans, ils s'inscrivent dans des formations pour justement apprendre à gérer aussi ce qu'ils ont à gérer. Donc finalement, il n'y a pas de limite à l'apprentissage, se tolérer ça, se donner cette autorisation que vous êtes des êtres humains et que l'entreprise, si elle vous a recruté, elle n'a pas recruté des robots, elle a recruté des êtres humains, elle a eu confiance en vous, elle a investi en vous. Donc soyez confiants. C'est ça qui va vous permettre d'être à l'aise. Soyez dans une énergie positive, une énergie qui va vous donner du punch, qui va vous donner de l'inspiration. Parce que quand on est dans le stress et quand on est dans l'anxiété et dans le doute, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'énergie négative, on est dans un état négatif qui va créer des actions négatives. On va rester dans une boucle fermée. Hein. Exactement. On reste dans une... Toujours, vous savez, moi je le dis souvent à mes clients, tu sais, la voiture, quand tu la tiens avec le volant, elle va là où tu veux ou pas? Ouais. Lâche le volant et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Elle va dévier. C'est la même chose. Ton cerveau, tu dois le tenir comme un volant. C'est toi qui décides de tes pensées. C'est toi qui décides de ce que tu veux penser de toi-même. Et crois-moi, en pensant ce que tu vas penser de toi-même et en le ressentant réellement, tu vas le créer. Ouais, c'est le tableau de bord, oui, mais tu as le rétroviseur, oui, mais tu ne dois pas concentrer avec le rétroviseur. Tu dois être concentré avec le volant, avec le chemin là où tu vas partir. Hein. Donc, si on va rester concentré avec nos pensées, avec le passé, hein, donc c'est comme quelqu'un qui va rester figé dans le rétroviseur. Donc, il n'aura que le mur devant lui. Non, mais oui, c'est vrai, ça c'est vrai. C'est la notion du passé et du futur. Mais quand j'ai parlé du volant, c'est-à-dire le volant, quand tu le tiens, c'est comme ça que tu dois tenir ton cerveau. C'est toi qui décides. On a tendance à croire que c'est notre cerveau qui décide pour nous, là c'est les émotions. Non, on est maître de nous-mêmes. On a la capacité de gérer ce qu'on veut parce qu'on a la capacité d'injecter dans notre cerveau ce qu'on veut. Si aujourd'hui, moi, je décide de me dire, je suis top, personne ne va me l'enlever. Si je le pense, ça ne veut pas dire que je vais tomber dans Ajbni Rassé. Non, c'est le fait de me dire, moi, sur ce sujet-là, je maîtrise.
je suis bien. Je me donne des ondes positives, des pensées positives donnent des ondes positives, donnent de l'énergie positive, et c'est de ça dont vous avez besoin. C'est pas le contraire. C'est moi qui décide d'être comme ça, et c'est pas les événements qui vont faire de moi ce que je suis. Même face à un événement négatif, je vois qu'est-ce qu'il y a de positif. Il n'y a pas quelque chose. شوف ما كايناش شي حاجه في الدنيا فيها غير جهه واحده. كل شيء فيه جوج جهات. كل شيء double face. Dans une situation غتلقى فيها الخايب والزوين. مشيتي للخايب راه غتبقى في الخايب. مشيتي للزوين غتمشي للزوين. C'est un chemin sur lequel toi tu tends. Maintenant, certaines personnes مخليين دماغهم automatique. مسير اوتوماتيك باش مسير اوتوماتيك بلي بونسي اللي دخلوا في دماغهم بلي اكسبيريونس اللي دخلوا في دماغهم شنو قال الاستاذ عليهم شنو قال تمهم شنو قال باهم دونك سو سون دي كرويانس اللي ماشي ديالهم خداوهم ارجون كونطون دخلوهم في هذا السيرفو ولا غاديين اوتوماتيك نو جو برون لو فولون. Là, par exemple, on prend un autre exemple et Wahed Sahbou, par exemple, il n'a pas réussi dans tel examen, donc lui, sans tenter la chance, il va dire tel examen, il est difficile, elle est parce que telle personne n'a pas pu réussir. Ouais. Ou là, tel prof n'est pas excellent parce que telle personne a pensé qu'il n'était pas bon. Donc, ce sont des croyances. Même, il est valable, si tu me permets cela, il est valable même dans le côté positif. On prend par exemple quelqu'un qui va choisir ses orientations, hein, pas par rapport à ce qu'il veut ou là par rapport à ses compétences, mais tout simplement, c'est par le choix des autres. Et là, tu fais maintenant la spécialité X parce que je connais mon cousin qui a un salaire de 40 000 dirhams. Hein. Mais est-ce que tu es capable de suivre cette spécialité ou pas, hein? Donc, c'est ça la question qui va être posée. Exactement. Je vois Jed Azraoui qui a écrit, oui madame, tout à fait d'accord, mais la réalité est autre chose. Quelle réalité? Déjà, de quelle réalité on parle? C'est très important. Merci ici, Jed. De quelle réalité on parle? De ta réalité ou de ma réalité ou de la réalité de l'autre? Parce qu'il n'y en a pas qu'une. On est d'accord. Il n'y a pas qu'une. La réalité, c'est ce que toi, tu penses. Et ma réalité, c'est ce que moi je pense. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de quelque chose qui est figé. Il y a des réalités, il y a des visions, il y a des idées, il y a des façons de faire, deux façons de voir les choses. Vous pouvez être dans la même entreprise et voir l'entreprise de manière différente. Et vivre des choses de manière différente, selon votre pensée, selon votre perception. C'est vrai, il y a certaines entreprises où il y a des contraintes, où il y a une mauvaise gestion, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de l'épouser, cette entreprise, vous la quittez. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas dans votre élément. Par contre, si vous arrivez à vous adapter et si vous arrivez à dépasser vos limites mentaux, ça, c'est possible. Vous pouvez, pourquoi pas. Maintenant, pour dire est-ce que c'est la réalité ou pas, je ne sais pas de quelle réalité vous parlez, mais sachez qu'il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs. Et ça, c'est justement dont on parlait avec Si Mohamed. Si quelqu'un voit que l'examen دوزو صاحبه مزيان, donc la vérité, c'est que l'examen n'est pas bon. Donc, ça ما يدوزوش مزيان. Non. هذاك صاحبك دوزو على حساب دماغه, على حساب l'état d'esprit dans les qualités, كيفاش حفظ, كيفاش دوز. Mais vous n'êtes pas la même chose, vous n'êtes pas différent. Si moi j'écris un 6 comme ça, c'est-à-dire bini ou binko maintenant j'écris un 6. Moi je vais le voir 6, vous allez le voir 9. Selon l'angle que tu vois les choses, il y a une réalité. Et même la réalité peut changer avec le temps. Très bien. Alors, on avance sur voilà. Donc, on a dit la première des choses, c'est premièrement, comme j'ai dit, nommer l'émotion. Deuxièmement, observer ses comportements. C'est très important d'observer ses comportements parce que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Et la troisième des choses, on va arriver à l'empathie envers les autres. Être intelligent émotionnellement, ça veut dire pas uniquement centré sur moi-même. Je ne gère que moi-même parce que moi, je ne vis pas toute seule. Moi, je vis dans un cadre où il y a plusieurs personnes de différentes cultures, peut-être culture ou peut-être niveau intellectuel ou la façon de voir les choses. Donc, c'est une dimension qu'il faut développer à travers l'écoute active, l'écoute attentive de ceux qui nous entourent. Ça peut être nos familles, nos collègues, nos amis. Le fait d'écouter ne veut pas dire entendre. Écouter, c'est observer, c'est calibrer la personne quand elle parle. Que des fois, on est avec des gens qui te disent une chose alors qu'ils pensent le contraire. Et avec le calibrage, on arrive à se dire, tiens, tu n'es pas bien. Même si tu me dis ça, tu n'es pas bien. D'accord? Donc, être attentif au ressenti de l'autre. Tout à l'heure, on a parlé du leader et du manager. Un manager qui n'est pas empathique n'est pas un bon manager. Parce que
connaître les besoins de ses collaborateurs. Bien sûr, il y a certains collaborateurs qui en parlent, d'autres qui n'en parlent pas, mais un bon leader n'a pas besoin que ses collaborateurs expriment. Il est dans l'empathie, il voit, il observe, il les connaît, il est dans l'écoute, il calibre. D'accord? Il est important que la notion de l'empathie soit présente dans le mode de management, dans n'importe quel mode de management, parce que c'est ça qui crée le lien entre les individus. Pas forcément avec un pouvoir, mais ça peut être aussi avec comment dirais-je, c'est-à-dire le fait d'être attentif à ce que la personne dit, être vraiment dans les détails, ressentir un peu ce que la personne peut ressentir. Forcément, tu ne peux pas arriver au stade de ressentir son stress ou de ressentir son malaise, mais au moins le comprendre qu'on est différent et qu'il ne faut pas faire de jugement. Si un collaborateur est stressé, ça veut dire qu'il vit les choses de manière différente et mon rôle justement c'est de l'aider, de l'accompagner, de l'écouter pour le challenger et le mettre un peu sur les rails. Alors, quatrièmement, exprimer ses émotions. Alors, il n'est pas courant de s'avouer à soi-même ses émotions ou d'exprimer aux autres ce qu'on ressent. Parce que tout simplement, on n'a pas l'habitude d'exprimer. On arrive justement à cette partie dont on a parlé tout à l'heure, où j'ai parlé de nettoyage. Le fait d'exprimer ce que tu ressens est très important. Ça te permet de développer ton intelligence émotionnelle car tu verbalises et ça t'aide à mieux contrôler et ne pas subir tes émotions. Quand je verbalise mes émotions, je n'ai pas à les subir. Je les externalise pour que je puisse respirer et reprendre un état émotionnel neutre. Mais l'externaliser ne veut pas dire, et l'extérioriser ne veut pas dire agresser l'autre. Veut dire en parler de manière correcte, respectueuse et respectable. Alors, c'est important d'exprimer parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, comment dirais-je, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Si on n'exprime pas ce qu'on ressent, on l'imprime à l'intérieur de nous et ça nous accompagne toute notre vie. Si, par exemple, on le voit avec les enfants qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent, ils risquent de développer un certain nombre de comportements, d'habitudes, d'états. La timidité, elle vient justement du fait que la personne n'a pas pu exprimer des choses quand elle était petite. Il y a la peur de l'abondance et l'expression. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre enfance. Et on les a pas exprimées. Peut-être qu'on nous a pas donné l'environnement favorable pour le faire, mais il n'est jamais trop tard pour le bien faire. D'ailleurs, souvent, quand une personne souffre de quelque chose qu'elle a vécu pendant son enfance, on lui propose justement de parler avec son enfant intérieur, cette partie d'elle qui est mal, qui va pas bien, parce que cette partie-là, elle n'a pas pu exprimer ce qu'elle ressentait à ce moment-là, mais elle peut toujours l'exprimer. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si Mohamed. Alors, il y a, je t'entends pas. Ah, donc, Oui. si tu me permets, Sana, on peut rajouter une autre question. Je sais très bien que tu as un agenda. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, vas-y. Une question très importante de mon étudiant qui a l'habitude toujours qu'il pose des questions le jour des cafés débats et des séminaires. Hein. Donc, je le salue d'ici bas. Quand vous avez transformé votre désir en un objectif de bonheur, marier l'émotion et la réflexion, demandez-vous, est-ce que je suis prêt à prendre tel risque ou à causer telle souffrance si c'est nécessaire pour suivre mon bonheur? Quels sont les dangers à prendre en compte? C'est une longue question. Je le dis toujours, je dis à cet étudiant, toi un jour tu seras un ministre de communication chez toi au pays. Hein. Ok, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, quand vous avez transformé votre désir en un objectif de bonheur, ben déjà, c'est très... il y a beaucoup de... Ok, marier l'émotion et la réflexion.
Mhm. Demandez-vous, est-ce que je suis prêt à prendre tel risque ou à causer telle souffrance si c'est nécessaire pour suivre mon bonheur? Quels sont les dangers à prendre en compte? Est-ce que je suis prêt à prendre tel risque? J'ai pas compris sa question. Elle est composée de manière extraordinaire. Il Oui. a transformé son désir en un objectif de bonheur. Ben, déjà, le bonheur, c'est pas un objectif. Le bonheur, c'est un état. Le bonheur, c'est un cheminement. Le bonheur, c'est une décision. Le fait de dire que moi, mon objectif, c'est d'être heureux, c'est comme si tu ne pouvais pas l'être maintenant. C'est comme si tu disais à ton cerveau, tu ne peux pas être heureux maintenant, on va réaliser des choses pour réaliser ton Voilà, c'est objectif. ça plus ou moins sa question. Donc, si on va cibler un objectif de bonheur, est-ce qu'il y a des dangers à prendre en considération? Là, mais je suis d'accord, sauf que moi, je suis pas d'accord sur le fait de dire un objectif de bonheur. Un objectif de bonheur comme ça, pour moi, le bonheur n'est pas un objectif. S'il veut reformuler d'une autre manière, il est intéressante sa question. Juste que le fait de dire que le bonheur est un objectif, non. Le bonheur, c'est un état, c'est un cheminement, c'est quelque chose vers laquelle moi, je tends, je décide d'être heureuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que je sois heureuse, je ne le suis pas à 100%, je ne le suis pas à 100% du temps. Par contre, je peux vivre des moments très désagréables, vivre des émotions qui ne sont pas agréables, mais en même temps, je peux tomber dans le bonheur, c'est-à-dire d'avoir une résidence émotionnelle de joie. Maintenant, lui, il te dit, est-ce que je suis prêt à prendre tel ou tel risque, cause souffrance, si nécessaire pour suivre mon bonheur? Ben écoute, le bonheur, c'est sur pourquoi on vit tous pour être heureux. Je l'espère pour tout le monde. Maintenant, le fait de prendre un risque fait partie de ton parcours. Il n'y a pas une vie sans risque. Moi, à mon sens, c'est ma propre vision des choses. Si on risque rien, on n'a rien. Et tout est risqué. Il y a rien qui est sûr dans notre vie. Rien qui est sûr dans notre vie. On peut être sur un chemin, à un certain moment, on va dévier sur l'autre vu les circonstances. Ne serait-ce que voir ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19 qui a Dans la chamboulé. réalisation de n'importe quel projet, donc on doit bien gérer les risques. Bien sûr, on peut gérer les risques dans la mesure du possible. Bien sûr, c'est clair. Maintenant, il y a des aléas qui viennent à nous et qui nous dépassent. Donc, il faut admettre ça aussi. Moi, je dis toujours aux étudiants, quand on parle d'objectif, il faut toujours avoir un objectif et être inflexible par rapport à ton objectif. Par contre, tu peux être flexible par rapport à la manière dont tu vas le réaliser. Et ça peut répondre à ta question. C'est-à-dire que moi, si je me fixe un objectif de monter au sommet de la montagne, je risque d'avoir des obstacles. Je risque d'être sur un plan d'action qui va me dévier de mon plan d'action. Il y a peut-être des difficultés, des passages, etc. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être flexible dans la réalisation de mes actions pour atteindre mon objectif. Mais l'objectif, il faut qu'il reste. Je ne le change pas. Quels sont les dangers à prendre en compte? Ben justement, le fait d'être sur ton chemin et le fait de devoir à chaque fois changer de stratégie, il y a des risques. Mais je pense pas qu'on parle de danger aujourd'hui parce que je sais pas à quelle sorte de danger dont tu parles. Mais comme il a dit Si Mohamed, les risques يقدروا. Mais je suis là pour adapter ma façon de faire pour réaliser mon objectif. Oui, je te remercie encore une fois, Sana. On est presque à la fin de notre séminaire. Excuse-moi, Et avant, Si Mohamed, j'ai une oui, question qui est très bien sûr, intéressante de bien sûr. Ismaël, et c'est ça, là, ça sera la dernière. Est-il possible de créer une seule réalité? Non, il n'est pas possible. Parce que la réalité dont on parle, quand je dis moi c'est la réalité, c'est ma réalité. C'est ma perception. Je la vois avec mes lunettes. Je la vois avec les différentes expériences que j'ai vues dans ma vie. D'accord? Je peux voir la même couleur, une autre personne, et on peut la voir d'une manière différente. On peut se mettre d'accord sur le blanc, mais quel blanc? C'est le filtre que j'ai de la vie qui va faire que c'est une réalité ou pas. D'ailleurs, ce que tu penses de moi, c'est ta réalité, c'est pas la mienne. Tu vois, ce que je pense de moi, c'est ma réalité. Moi, je le dis souvent, quand une personne te fait une critique ou là te fait quelque chose, tu dis franchement, ça reste ta propre réalité. Peut-être que ta critique peut être constructive pour moi, je vais prendre ce qui est important pour moi, mais je ne la prends pas comme argent comptant.
Tu vois, je l'apprends pas. Que des fois, des personnes ont raté leur vie à cause de critiques que d'autres personnes leur ont faites. Parce que les critiques de l'autre personne, c'est sa propre croyance. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette croyance, je l'ai intégrée en moi et je l'ai pris comme une réalité. C'est vrai, on m'a toujours dit que j'étais moche. Non, c'est ce qu'ils ont pensé, c'est ce qu'ils ont vu avec leurs yeux. Donc, c'est leur propre réalité. Moi, je te dis non, on ne peut pas créer une seule réalité. Il y en a plusieurs. Et heureusement. Et c'est ça qui crée la diversité. Parce que quand on est d'accord على كل شيء, ما كان غيكون حتى شي ما يكونش un échange, ما يكونش بزاف ديال الحوايج. Voilà, donc je vous remercie. Hein. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Hein. Donc, on est presque à la fin de notre intéressant séminaire. Et on est dans la dernière phase maintenant, hein, dans laquelle je vous donne, je ne t'ai pas averti de ce point-là, de ce qu'on va faire dans cette phase-là. Hein. Donc, Ouais. je te donne 4 phrases et je te Ouais. laisse le temps de les compléter. Ouais. Ça marche? On commence? Voilà. Leadership, pour moi, c'est Leadership, pour moi, c'est donner du sens et avoir une vision. ce que j'ai appris durant ma carrière professionnelle jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de limite à l'apprentissage. Mon défi est De grandir, de croître, d'évoluer. Merci beaucoup encore une fois, Madame Sana Sakat, pour cette intervention, pour ce beau partage. Encore une fois, cher public, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et restez fidèles aux activités parapédagogiques organisées au sein du groupe IGA. Je tiens à vous informer que la semaine prochaine, nous aurons un nouveau numéro Café Débat avec un nouvel invité, Eid Moubarak Saïd, et à très bientôt. Vous voulez rajouter autre chose, Sana, peut-être un mot de fin? Oui, ben écoute, je te remercie pour la qualité de ton animation, pour ta préparation. Je remercie l'équipe IGA, Monsieur Zaoudi, Si Mohamed, et puis toutes les personnes qui ont assisté et qui m'ont honoré avec leurs questions. Je vais juste laisser une phrase comme ça: soyez une action et non pas une réaction. Voilà. Vous pouvez partir avec ça. Merci encore une fois et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.